Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL, le 5e de cette saison, dernier avant le temps des fêtes. Oui, il y a du hockey de la National League ce soir exceptionnellement, mais j'en profite quand même pour parler de NHL avant le début de notre studio sur MySports 1 dès 19h25. Je vous remercie à tous d'être là, évidemment, sur l'heure du souper. Retour à la maison. J'espère que vous avez eu une bonne semaine de préparation pour les festivités des fêtes qui approchent. Je vous rappelle, pour ceux qui ne peuvent nous écouter en direct toute l'émission, que cet épisode sera disponible sur nos différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, Facebook. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Oui. Je ne suis pas seul ce soir pour Overtime NHL. J'accueille le journaliste de LNH.com, Nicolas Ducharme. Salut Nick! Hey, salut Jonathan. Très heureux de te retrouver, Nick, ce soir. Ouais. Je dis retrouver parce qu'on a fait un épisode de la tasse de café LNH ensemble hier soir. Épisode d'ailleurs qui est disponible sur les différentes plateformes. Oui, exactement. Merci de t'être prêté au jeu, d'être venu nous parler de l'équipe suisse pour le championnat mondial junior. Puis, j'étais bien content. Ça faisait quelques fois que c'est toi qui m'invitais. Fait que je suis content de t'avoir rendu l'appareil. Ben écoute, tout le plaisir était pour moi. C'était ma première apparition sur ton podcast. Ce fut très agréable. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter puisqu'on parle du début à la fin du championnat du monde junior avec ton collègue Guillaume Lepage. On parle évidemment de l'équipe canadienne. On parle de l'équipe suisse, du développement du hockey suisse, les équipes aussi à surveiller dans le tournoi. Et on fait nos prédictions également. Ça, c'est très intéressant, les prédictions. À voir si on aura tort ou raison. Mais allez écouter la tasse de café LNH avec Nicolas, moi et Guillaume Lepage. Bon, Nick, on va tout de suite commencer notre émission parce que je dois te libérer pour tes tâches quotidiennes de journaliste à LNH.com un peu plus tard dans la soirée. Et il y a une nouvelle qui a retenu notre attention ici du côté de la Suisse. Et je pense que même chez vous, à LNH.com, ça a retenu l'attention. C'est l'échange de Denis Malgin du côté du Colorado contre un joueur dont le nom parle à très peu de gens, Dryder Hunt. Je veux que tu nous parles un peu de cette transaction-là. Ah, ben écoute, Malgin avait eu quelques opportunités à Toronto. Bon, on le sait, avait été mis sous contrat, avait été rapatrié en Amérique du Nord après 2 années assez fructueuses, je pense qu'on peut dire, du côté de la Suisse. Mais bon, à un moment donné, il faut que tu produises. Il n'y avait pas de production là, du côté de Malgin. 4 points, 2 buts, 2 passes en 24 matchs, même si à un moment donné, il s'est retrouvé sur le deuxième trio. Il y avait des blessés du côté de Toronto et on l'a utilisé, mais ça n'a pas levé. Et Malgin a été échangé contre Dryden Hunt. Il y a des absents présentement du côté, beaucoup de blessés du côté de Colorado. Donc, c'est une porte qui s'ouvre. Honnêtement, c'est une porte qui s'ouvre pour Malgin parce que je pense qu'il va avoir plus de chances, plus d'opportunités de se faire voir présentement d'ici au retour des McKinnon, des Landeskog, entre autres, là, du côté du Colorado. Mais bon, on l'a déjà dit que le saut entre la Suisse et la Ligue nationale de hockey, c'est pas le même hockey, c'est pas la même façon de produire les points. Et je pense que Malgin n'arrive pas à trouver ce niveau supérieur-là qui lui permettrait de produire, qui lui permettrait de devenir un atout dans la NHL. Justement, 4 points, je pense, Denis Malgin depuis le début de la saison. Il est du côté de Toronto. Tu as évidemment la chance de voir Toronto jouer à quelques reprises, puisqu'ils sont juste à côté de Montréal. Qu'est-ce que tu penses du jeu de Denis Malgin? Parce que oui, ici, c'est une star, tu l'as dit, il produisait énormément. Est-ce que tu penses que c'est les chances qui manquaient ou c'est simplement lui, je parle de chance là, dans l'alignement des Maple Leafs de Toronto, ou c'est simplement lui qui n'a pas su les saisir? Ben, c'est parce que un joueur comme Denis Malgin, corrige-moi si je me trompe, là, parce que tu le connais autant que moi, là, sinon plus. C'est le type de joueur que soit il est sur le premier ou le deuxième trio ou il n'est pas efficace. Tu comprends? C'est un joueur qui se doit d'être placé dans des situations offensives. Et à Toronto, avec l'équipe qu'on a, avec les nommez-les, les Matthews, les Nylander, les Marner, les Tavares, nommez-les, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour lui de se faire voir. Donc, on se retrouve dans un rôle, dans des troisième, quatrième trio. Tu es opposé à des bons joueurs où on te demande de faire le jeu défensif. Je ne crois pas que c'est de cette façon-là que Malgin peut vraiment se signaler. Vois-tu, hier a été utilisé sur le troisième trio de l'Avalanche. Donc, encore là, c'est une solution c'est une solution à
à court terme, je ne pense pas qu'il va connaître du succès sur un troisième trio, mais c'est la même chose du côté du Colorado. On a eu quelques retours avec Artturi Lekonen qui a été blessé, Valérie Nichushkin qui a été blessé. Eux, ils sont de retour. Donc, on tente le coup du côté du Colorado, mais je ne suis pas certain qu'à long terme, c'est un contrat d'un an qu'il a, Morgan, si je ne me trompe pas. Là. Ben, soyez pas étonnés si on le revoit en Suisse l'année prochaine. Ben, c'est ça parce que je regarde justement l'effectif de l'Avalanche du Colorado. Il faut dire que Nathan McKinnon est blessé, Gabriel Landeskog est blessé et pourtant il est sur le troisième trio. Donc, en ce moment, c'est je dirais, une roue de secours pour une équipe qui est décimée par les blessures, qui connaît une saison, un lendemain de veille assez compliqué avec toutes ces blessures, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures depuis le début de la saison du côté de l'Avalanche du Colorado. J'ai de la difficulté à voir Denis Malgin avoir un avenir du côté de l'Avalanche du Colorado. Je pense que du côté de Toronto, on sacrifie également un joueur dont on n'avait pas nécessairement espoir à le voir se développer encore plus. Ouais, et on libère un peu de masse. Ouais, on a tenté un gros coup là, du côté de Toronto. On s'est dit, écoute, il y a des belles statistiques en Suisse. Si on a des blessés, on peut le placer sur un premier et deuxième trio. Peut-être qu'il va saisir son occasion. Lorsqu'il sera placé dans ces situations-là, s'il est payant pour nous, parfait. Pour le reste de la saison, on le mettra sur le troisième, sur la quatrième ligne, puis on va lui demander d'être responsable défensivement. Mais comme je dis, les quelques opportunités qu'il a eues, il n'a pas saisi ces opportunités-là. Donc, à partir de là, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y avait plus d'ouverture pour Morgan à Toronto. On va chercher Dryden Hunt. Selon plus, là, ça demeure un échange mineur là, dans la LNH. Là. Échange mineur, mais pour un joueur qui ici marque les esprits quand même. Oui, je sais. De votre côté, c'est une vedette, puis je comprends. Puis comme je dis, à un moment donné, c'est beau le rêve de la LNH, mais peut-être qu'il va être plus heureux du côté de la Suisse. Les salaires, ça va sûrement se recouper, là, parce que lorsqu'il était à Toronto, bon, c'est les impôts, les taxes canadiennes, c'est pas mal plus élevé, tu peux en témoigner, que du côté de votre côté de l'océan. Donc, au final, Morgan, c'était peut-être la dernière chance, puis c'est correct. Écoute, au final, il va avoir joué quelques matchs ici et là, quand même connu une belle saison là, avec les Panthers. Là, c'était 22 points en 2017-2018, 22 points en 51 matchs. Ce sera ça, mais je vois pas d'opportunité à court terme pour Morgan de signaler, autant c'était le cas à Toronto que ce l'est présentement avec l'Avalanche. On parle de deux puissances. Il y a Rodrigo qui te demandait justement est-ce que c'est la dernière année pour Denis Malgin à 25 ans dans la NHL? Je pense que tu y as bien répondu. Et moi, je fais la comparaison. Non, c'est pas le même style de joueur, mais Charles Hudon. Charles Hudon a eu énormément de succès en Suisse. Roule sa bosse en AHL, mais il est comme entre les deux ligues. Denis Malgin est un petit peu supérieur, je pense, pour la NHL à Charles Hudon, mais son problème, c'est qu'il ne peut pas faire un Pius Suter de lui-même. Ou est-ce que Pius Suter peut se rendre utile sur un troisième, quatrième trio au centre. Denis Malgin, c'est les deux premiers trios ou rien. C'est là où ça commence à être plus problématique pour lui pour l'avenir. Tu as entièrement raison, Jonathan. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est pas un joueur suisse, là, mais Pierre-Édouard Bellemare, le Français, qui a jamais été un joueur en bon français, qui mettait dedans. Là, n'a jamais été un grand marqueur, peu importe les niveaux évolués. M'a tout le temps été un joueur responsable. C'est ce qui lui a permis de passer de la France à la Suède, ensuite la Ligue nationale. Puis il roule sa bosse, connaît des beaux succès a atteint la finale de la Coupe Stanley l'année dernière. Donc Bellemare, c'est le type de joueur que les équipes de la LNH adorent parce que c'est un joueur fiable. C'est pas grave si tu fais juste 20 points dans ta saison. Moi, ce que je veux, c'est que tu empêches 20 buts. Tu comprends? Oui. Et si Malgin fait 4 points dans sa saison, pas certain non plus qu'il va empêcher 20 buts. Et c'est là où... Honnêtement, là, le seul échappatoire que je peux voir pour Malgin, c'est qu'il soit éventuellement placé au ballottage. Tu comprends? Lorsqu'il va avoir tous les retours du côté de l'Avalanche, on le place au ballottage. Une équipe de fond de classement le repêche. Et soudainement, les portes pourraient s'ouvrir parce qu'on a moins d'effectifs, on a moins de talent. Donc, peut-être une ouverture sur les deux premiers trios. Peut-être un entraîneur qui va lui faire plus confiance aussi. Ça pourrait être la possibilité, mais là, on est en train d'échafauder des scénarios qui ne sont pas... il y a beaucoup de si. Pas la veille... Ouais, c'est ça. C'est pas la veille de se réaliser. Oui, il y a beaucoup de si. Donc voilà, Malgin échangé au Colorado, d'ailleurs, qui était de l'alignement face aux Canadiens de Montréal. Tu l'as dit, sur la troisième ligne de l'équipe. Ouais. On va parler également d'un autre Suisse qui est passé à l'histoire la semaine dernière et cette semaine encore.
plus précisément cette nuit de notre côté de l'océan, puisqu'il a eu 2 points. C'est Roman Josi. Il a eu 2 points et son deuxième point était son 567e en carrière. C'est le plus haut total pour un joueur de la franchise des Predators de Nashville depuis 1998, parce que c'est l'année de création de cette formation du Tennessee aux États-Unis. Il devient le meilleur marqueur donc de l'équipe de Nashville. Il est également devenu la semaine dernière le joueur suisse ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue nationale, devançant Mark Streit. J'ai eu une question un peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce qu'il peut réussir à atteindre le même seuil que l'année passée? Je pense que c'était des statistiques assez exceptionnelles, mais Josi, encore une fois, cette année, est le pilier de cette défense des Prédateurs de Nashville et le pilier de cette équipe. Et je pense, Nick, qu'il va rester l'image du joueur suisse par excellence et l'image des Prédateurs de Nashville pendant très, très longtemps, Roman Josi. Oui, lui et Pecorine. C'est les deux visages parce que Pecorine a été extrêmement impliqué dans la communauté du côté de Nashville. Puis Josi fait ce travail-là, puis c'est le capitaine. Puis c'est les deux piliers de cette organisation-là. Et Josi, bon, pour répondre à la question, non, on n'aura pas des chiffres comme l'année dernière, mais c'est pas seulement de sa faute. Tout le monde à Nashville. C'était une année magique. L'année passée à Nashville, il y avait tellement de joueurs qui ont connu des années records ou des années où ils ont rebondi. Un Ryan Johansson, un Matt Duchesne où on a rebondi. Pour cette saison, il y avait plusieurs drapeaux rouges qui se levaient justement pour cette équipe-là parce que c'est difficile de répliquer de tels succès. 25 points en 31 matchs là, pour Josi, c'est des sacrées bonnes statistiques. Pour un défenseur, c'est des sacrées bonnes statistiques. C'est peut-être un rythme de production qui est plus normal pour Josi. Et c'est correct. Honnêtement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il fait ce qu'il peut avec une équipe qui a connu beaucoup de difficultés autant devant le filet. On se bat pour les séries présentement là, à Nashville, mais c'est pas l'équipe n'est pas au niveau qu'elle était l'année dernière. Roman Josi qui a devancé David Legwand. Oui. Premier choix de repêchage, si je ne me trompe pas, Legwand, oui. Le tout premier des Prédateurs de Nashville, first overall, ouais. Donc, voilà. Et j'ai même lu quelque part, là, je me souviens plus, je vais me mettre les pieds dans les plats, là, mais Josi est devenu le deuxième joueur à être le meilleur pointeur d'une équipe, l'histoire d'une concession dans la LNH chez les défenseurs. C'est-à-dire, il est le deuxième défenseur à occuper ce titre-là, à avoir ce titre de meilleur pointeur de l'histoire d'une concession. Le problème, c'est que je ne me souviens plus de l'autre. Mais c'est pas rien. Là. Bien évidemment, les Predators n'ont pas l'historique des Blackhawks de Chicago, des Canadiens de Montréal, mais quand même, c'est une équipe qui a 25 ans. Là? Donc, c'est pas rien, là, 25 ans. Ah, c'est exceptionnel. Il aura assurément... Parce que tu parlais de Pecorine, c'est le seul joueur des Prédateurs qui a son maillot retiré. D'ailleurs, ça s'est passé, je pense, la saison dernière, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Josi, quand il prendra sa retraite, aura également son numéro 59. Peut-être que chez Weber, l'aura également son maillot retiré du côté de Nashville, parce qu'on sait à quel point chez Weber a été un mentor aussi pour Roman Josi. Je pense que la connexion entre les deux joueurs, l'entrée de Josi dans la Ligue nationale était assez importante. Et c'est quand on a vu Josi se développer qu'on s'est dit, OK, on peut tasser chez Weber de cette formation. Tu allais dire... je me souviens à l'époque, quand il y avait eu la transaction Subban-Weber, les gens disaient, une équipe échange son meilleur défenseur contre le meilleur défenseur d'équipe. Et il y en a plusieurs qui disaient à Nashville, ça fait un petit bout que c'est plus chez Weber, le meilleur défenseur des Predators, c'est Roman Josi. Mais Roman Josi était encore en émergence à ce moment-là. Son nom restait à s'incruster dans les mentalités à titre d'étoile. Et depuis le départ de Weber, Josi a repris le contrôle de cette équipe-là à la ligne bleue. C'est incroyable. C'est tout un joueur. Oui, puis je me souviens, je pense que c'était au deuxième épisode de la saison, tu étais ici avec Stéphane Rochette et je pense qu'on avait justement parlé, est-ce que Josi est le plus grand joueur suisse de l'histoire de la Ligue nationale? Je pense que c'est une évidence maintenant pour un défenseur d'avoir atteint ce niveau de compétition. C'est vraiment le meilleur joueur suisse qu'on ait vu évoluer dans la NHL. Oui, il n'y a pas de doute, Kevin Fiala, on a également reçu une question sur Kevin Fiala. Les comparaisons, évidemment, qui commencent à sortir par rapport à sa dernière saison versus sa présente saison, sa première avec les Kings de Los Angeles. Ça fait 2 ans que je t'en parle parce qu'évidemment, ensemble, on fait toujours le tour des joueurs suisses. Kevin Fiala a toujours une espèce de point d'interrogation alentour de lui parce que depuis son entrée dans la NHL, n'a jamais vraiment réussi à atteindre les sommets
qu'on s'attendait de lui. C'est un joueur, évidemment, choix de première ronde des Prédateurs de Nashville, justement, qui espéraient en faire une vedette offensive. Ils l'ont envoyé finalement du côté du Minnesota contre Granlund, qui était également un joueur que le Wild avait ciblé comme étant la future vedette offensive. Finalement, à sa dernière saison, Fiala a vraiment atteint les sommets qu'on pensait de lui, 1 point par match. Et Nick, il a signé, il a été échangé et a signé du côté de Los Angeles cet été. C'était à prévoir parce qu'il n'y avait pas de place sur la masse salariale pour lui du côté du Minnesota. Mais là, 2 saisons consécutives où il garde le même rythme de production. Je pense qu'on peut dire que, parce que je me souviens très bien que tu m'avais dit le problème avec Fiala, c'est sa constance. Est-ce que l'échantillon est assez long pour toi pour te faire dire que maintenant, la constance, Kevin Fiala l'a également? Je suis franchement impressionné par Kevin Fiala cette année. Puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'un joueur qui change d'équipe a tout le temps besoin d'une période d'adaptation. Regardez Jonathan Huberdeau chez les Flames de Calgary. Il y a plusieurs joueurs qui ont besoin d'une période d'adaptation. Et Fiala maintient le rythme de l'année dernière. Présentement, il a 1 point par match, 35 en 35. Ça regarde très bien, utilisé sur le premier trio avec Anze Kopitar, utilisé sur le premier jeu de puissance. Il a enfin ces opportunités-là d'être le moteur offensif d'une équipe et il est prêt. Vraiment, le développement de Kevin Fiala a atteint un niveau supérieur. Et comme je dis tout le temps, tu connais mon expression, la mort, les taxes, puis une grosse deuxième moitié de saison de Kevin Fiala, ben si ça se passe, le cap des 100 points est peut-être pas si loin que ça, parce que je regardais, puis c'est drôle, j'ai compilé ça. Puis l'année dernière, il avait terminé 65 points ses 52 derniers matchs. L'année précédente, 26 à ses 22 derniers. L'année précédente, 26 à ses 19 derniers. C'est un joueur qui, d'habitude, a besoin d'un peu de temps pour se mettre en marche. Et là, dans sa nouvelle équipe, dans sa nouvelle formation, dans sa nouvelle ville, ça va bien. Donc, Fiala, félicitations. On parlait de Romagnosi. Fiala est en train de s'établir comme un des meilleurs joueurs, des meilleurs attaquants en Suisse, là, absolument. Dans une équipe qui est en développement, qui a, je pense, surpris un peu tout le monde en participant aux playoffs la saison dernière, en se rendant jusqu'en 7e match contre les Oilers d'Edmonton, mais on voyait quand même le fameux noyau de cette reconstruction prendre fin, avec de bons vétérans aussi. Tu l'as parlé, Anze Kopitar, Philippe Danault, Drew Doughty, qui est toujours dans cette équipe, Jonathan Quick également. Les Kings font très bonne figure depuis le début de la saison, 2e dans la division Pacifique, participeraient aux playoffs pour le moment. Mais dans la question qu'on a reçue sur le web, évidemment, on vient de répondre, est-ce que Fiala peut faire mieux chez les Kings qu'au Wild? Je pense que c'est une évidence, tu en as parlé. Les portes sont ouvertes. Est-ce que les Kings peuvent se faire rattraper par des équipes comme Calgary et Edmonton, qu'on voyait peut-être devant les Kings de Los Angeles au début de la saison? Même, il ne faut pas non plus mettre de côté le Kraken de Seattle, qui n'est pas loin non plus. C'est une des divisions, je dirais pas c'est l'une des plus fortes de la Ligue nationale. C'est une division qui sera très serrée jusqu'à la fin de la saison. Plus forte. En fait, c'est difficile à... Honnêtement, notre vision de ça, c'est que c'est la plus faible. Oui, mais c'est tellement de surprises cette année que là, on n'est plus certain. L'Atlantique aussi, ça ralentit beaucoup. Là. C'est ça exactement. Je regarde justement le classement. Vegas ont une saison incroyable. Et c'est une des forces de la Ligue. Los Angeles se maintient. Seattle est une grosse surprise, mais on s'attendait surtout à voir Calgary et Edmonton. Donc, il ne faut pas les laisser de côté. C'est là où je me dis, c'est une division qui peut être très, très forte et très, très compétitive. Est-ce que les Kings ont leur place dans le top 3? À mon avis, si leur gardien peut faire le travail, oui. Mais c'est le problème à Los Angeles cette année. Jonathan Quick, pas capable d'arrêter une rondelle. Carl Peterson a été cédé à la Ligue américaine. Donc, c'était gardiens 1 et 2 qui, présentement, ne sont pas capables d'arrêter les rondelles. On a rappelé Phoenix Copley de la Ligue américaine. Présentement, a le poste de numéro 1 tellement ça va pas bien pour les deux autres. Donc, les Kings de Los Angeles, si les gardiens faisaient moindrement le travail présentement, on serait aisément en séries éliminatoires, puis on serait peut-être en train de chauffer un peu plus Vegas. C'est une équipe qui a le talent, à mon avis. On a parlé de reconstruction, mais c'est une équipe qui, la page est tournée sur la reconstruction. L'ajout de Fiala, c'est un peu ce qui manquait, un autre gros moteur offensif. On a des jeunes qui poussent puis qui, justement, vont amener une production ici et là, les soirs, les Kaliev, les Villardy, des noms comme ça. Cette équipe-là, mais tu sais, vois-tu, tu regardes, là, son différentiel de but cette année, les Kings, c'est -7.
Tu es deuxième de ta section à -7. En comparaison, Vegas, qui est premier, sont plus 21. Derrière Seattle, plus 10. Puis les buts, Seattle, il en donne pas mal là, quand même. Là. Donc, d'ailleurs, Seattle et Los Angeles se sont affrontés récemment. Ça a fini 9-8. C'était long. Je peux te dire que moi qui étais au bureau ce soir-là puis qui regardait le match, là, qui s'occupait du match, c'était long comme soirée parce que c'était comme du basketball. Tu comprends? Ça rentrait. Donc, Los Angeles, c'était un gardien de but ou une bonne performance d'un gardien de but d'entrer aisément en séries éliminatoires parce que c'est la même chose à Edmonton, c'est la même chose à Calgary. Les gardiens ne font pas le travail. C'est la même chose à Seattle. Donc, tout le monde dans cette section-là, Vancouver, c'est la même chose aussi, je me répète, là, mais donc les équipes 3, 4, 5, 6 et 2 avec les Kings ont des gardiens qui ne font pas le travail. Donc, à partir de là, c'est grandement ouvert pour les Kings. Ils ne sont pas désavantagés par rapport aux autres équipes. J'ai hâte de voir, parce qu'évidemment, on va faire, c'est sûr, ensemble, un épisode également avant ou après la date limite des transactions. Moi, j'ai très hâte de voir quelle équipe va bouger pour un gardien de but. Je prends un exemple, par exemple, du Canadien de Montréal qui a en ce moment 2 deuxièmes gardiens de but. Mais 2 gardiens de but qui, à court terme, peuvent parfois faire le travail mieux que les gardiens de but, justement, des Kings, des Oilers, Peut-être que les Kings vont être prêts à laisser partir un choix de première ronde qui serait tardif pour un deuxième gardien. Je ne sais pas, ce sera hyper intéressant à suivre. La situation des gardiens de but, le barème d'évaluation des gardiens de but n'est plus le même. Si on recule, là, seulement, il y a 10 ans, là, Jonathan, là, c'était une moyenne d'efficacité, un taux d'efficacité de qualité, c'était quoi? 900. Si tu étais en dessous de 920, tu étais un gardien moyen. Maintenant, si tu es en dessous de 910, là, tu es un gardien moyen. Donc, il y a eu une baisse les attentes sont moins importantes envers les gardiens. Donc, et là, cette année, c'est ça, c'est bizarre ce qui se passe. Il y a des gardiens stables qui qui font pas de travail. Des Markstrom, justement, du côté de Calgary. Edmonton, on a signé Jack Campbell. Il est rendu deuxième derrière Stuart Skinner. Connaissais-tu Stuart Skinner avant l'an dernier? Moi, ce n'était pas mon cas. Ilya Sorokin se cherche du côté des Islanders de New York. Puis en même temps, tu as des Vitek Vanecek qui sortent de nulle part, des Peter Kochetkov qui sortent de nulle part aussi, qui, dès leur entrée en Ligue nationale, font le travail. Ça va être très bizarre comme date limite des transactions au niveau gardien parce que tu as investi sur un gardien puis tu ne sais pas vraiment ce qu'il va te donner. Regarde cette année, tu parlais des Canadiens. Jake Allen, il y a des hauts, il y a des bas. Samuel Montembeault garde très bien le filet alors que l'année dernière, avec quelques bons flashs, mais pour le reste, sa défense, il a été blessé toute la saison. Là, mais, c'est ça. Mais tu sais, quand même, puis Montembeault arrivait des Panthers de la Floride où on avait lancé la serviette dans son cas. Donc là, lui est en train de se mettre sur la map, comme on dit. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller au niveau des gardiens de but parce qu'il y a tellement d'incertitudes, tellement d'instabilité. Je ne sais pas. En tant que directeur général, je ne sais pas ce que je prendrais comme décision. Ça dépend de la valeur aussi des gardiens parce que la valeur des gardiens avait grandement chuté aussi sur le marché des transactions. Les gardiens, c'était pas non plus... ça valait pas très cher, j'ai l'impression. Et là, ça vaut une fortune là, maintenant. Exactement. Parce que si tu veux... C'est l'inflation, Sonic. Ouais, je le sais. Vous en parlez beaucoup au Québec. Vous avez ça, vous aussi? Ou En Europe, oui. En Suisse, peut-être un peu moins. Ça va encore... on s'en sauve pas mal. Ouais, on va lâcher l'économie un peu, Nick, si tu veux bien. Parce que là, on parlait des Kings, on parlait d'une éventuelle course au play-off. Il y a les Panthers de la Floride qui, je ne sais pas s'ils se mordent les doigts de leur transaction. Et je dis ça en toute retenue parce que Matthew Tkachuk est très bon du côté de la Floride. Mais Mackenzie Weegar, je pense qu'il manque énormément à cette équipe-là. La cohésion aussi, Jonathan Huberdeau et Alexander Barkov, ce qu'ils faisaient ensemble également, ces deux joueurs-là qui avaient commencé leur carrière ensemble avec les Panthers de la Floride. Je pense que c'était deux bons amis également. Les Panthers sont loin d'une place en play-off. Je dis loin niveau classement, mais au niveau des points également, parce qu'ils sont, ils sont à 4 points
une place en Ouais, play-off. mais on les voyait pas là. Mais on les voyait pas là. Ils devaient être Pas dans du les tout. deux premières. Parce que tu parlais justement que l'Atlantique était la division la plus forte. Je pense pas que Boston, on les attendait là non plus. Là. C'est une saison Non, assez mais- exceptionnelle. Là. Tu parlais Non, des mais- gardiens qui sont sortis de nulle part. Ulmark, c'en est un que Mhm. Buffalo avait mis de côté et ne croyait plus vraiment. Non, à la défense des Sabres, c'est une marque qui a décidé de partir. Là. C'est une marque qui Ah. a dit moi, je reste pas ici. Donc, à sa défense. Mais il les n'avait Blues quand même ont pas mis- le ont mis- statut ou les chiffres qu'il a Non. avec Boston. En même temps, c'est pas la même défense, là, mais Non, mais c'est ça, je m'en ai dit à Buffalo, là, dans ces années-là. Cette année aussi, à Buffalo, tu faisais ton possible pour arrêter de rondelle là, parce que tu n'avais pas beaucoup d'aide en arrière. Là. Donc, puis ça paraissait. Je pense qu'on a passé 8 gardiens dans la même année en raison des blessures. Là. Donc, à un moment donné, quand on en demande trop à un gardien, ça paraît aussi. Parce que tu peux faire 30 arrêts dans ta soirée, puis ça va être 30 arrêts faciles. Au même titre que tu dois faire 30 arrêts, puis tu dois te lancer de tout bord, tout côté. C'est là que souvent, les blessures vont commencer à apparaître lorsqu'on demande aux gardiens de faire preuve de beaucoup de flexibilité, beaucoup d'étirement, tout ça. Je te reviens aux Panthers. Si tu m'avais dit qu'à ce moment-ci de la saison, les Canadiens de Montréal pourraient passer devant les Panthers au classement, je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru. Je sais qu'en Floride, avec la transaction Matthew Tkachuk, ce qu'on a dit, c'est on fait un petit pas en arrière pour en faire plusieurs vers l'avant par la suite. c'est un gros pas. Mais non. C'est un gros pas en arrière. Finalement, c'est ça. Finalement, c'est une déboulade là, vers l'arrière. On n'a pas vu qu'il y avait des escaliers derrière nous, donc on a déboulé. Oui, la perte de Mackenzie Weegar a fait mal, mais encore là, Spencer Knight et Sergei Bobrovsky, on a des hauts et des bas. Là, c'est Bobrovsky qui va très bien présentement. Spencer Knight, ça va pas bien. Je pense qu'il a été blessé aussi. Là. Par le passé, c'était le contraire. Mais cette équipe-là, effectivement, on cherche, on tente de créer de l'offensive. Mais encore là, les Panthers, c'était une équipe qui avait quelques drapeaux rouges. Tout le monde avait connu une grosse saison l'année dernière. Saison record pour Huberdeau. On sortait un peu de nulle part. Souviens-toi, l'année d'avant, on avait fait les séries éliminatoires, mais on se battait. On avait terminé, je pense, deuxième d'Atlantique, tout juste devant le Lightning. Puis on avait été éliminé en première ronde contre Tampa Bay, justement. Donc, la saison dernière était peut-être un peu supérieur, pas supérieur aux attentes, mais a défié les attentes, si je peux dire. Mais cette année, c'est tout un retour du balancier. Je ne sais pas, mais les Panthers, ça va être difficile de remonter parce qu'il y a beaucoup de gens devant, entre eux et une place en séries éliminatoires. Buffalo, on marque des buts comme c'est pas possible. Tage Thompson, tu connaissais le 2 ans, Tage Thompson? De nom parce qu'il était. Mais... De nom. Moi, Tage Thompson était celui qui avait été échangé dans la transaction de Ryan O'Reilly. On a fait preuve de patience avec lui, puis cette année, il était incroyable. Détroit qui semble lentement, mais sûrement sortir de la phase de reconstruction. Puis là, devant, tu as Washington qui est motivé par Ovechkin, qui tente d'aller battre le record de Gordie Howe. Non, excuse. Le record de Gretzky, la marque de 802 buts de Gordie Howe. Les Islanders qui, eux, avaient connu une saison catastrophique l'année dernière, mais qui sont une meilleure équipe. Tu as les Rangers. Boston, on les voyait tous pas venir. New Jersey, ça sort de nulle part. Bon, là, New Jersey, on vient de connaître une mauvaise passe, mais on a mis fin hier à ça avec une première victoire je pense, en 6 matchs. Là, je me souviens plus, en 5-6 matchs dans ces eaux-là. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde dans la section, dans l'association de l'Est pour le nombre de places disponibles. Il ne faut pas oublier Ottawa parce qu'Ottawa a connu un début de saison atroce. Ouais. Commence à se replacer. Et quand on regarde le classement, ils sont qu'à 4 points avec 2 matchs en moins en main sur les Panthers. Donc, avec 2 victoires, ils sont au même niveau que les Panthers avec le même nombre de matchs de jouer. Évidemment, ces points-là ne sont pas encore gagnés. Mais au final, c'est le Canadien qui a fait la meilleure affaire en échangeant Ben Sherratt l'an dernier contre un choix au repêchage, un premier choix au repêchage cette année et non pas l'été prochain et non pas l'été dernier parce que c'est un repêchage qui a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de talent et surtout, ça aurait été l'an passé un choix très, très tardif. Cette année, ça pourrait être un choix très, très tôt pour le Canadien de Montréal. Les Panthers, je pense, puis même les Canadiens s'attendaient à ce que ce soit un choix tardif cette année aussi. Donc, c'est bon pour le tricolore là, présentement. Écoute, je vais continuer là-dessus parce qu'on avait eu également la question « Quelle est votre plus grosse surprise et votre plus grosse déception dans chaque conférence? » À t'écouter parler, je crois comprendre que dans l'Est, ça pourrait être les Panthers de la Floride de ton côté? Déception ou surprise? Déception. À moins que tu prennes ça surprise à la négative. Oui, les Panthers, c'est décevant. Je lance pas la serviette, là. Restons calmes. Justement,
quand tu as beaucoup d'éléments de nouveau. Tu sais, il y a un nouvel entraîneur-chef aussi avec les Panthers, on n'en a pas parlé. L'arrivée de Paul Maurice, c'est un nouveau système. Tu sais, oui, l'année dernière, Andrew Brunette avait pris la place de Joel Kenfield, mais somme toute, c'était resté le même système. C'était l'adjoint qui prenait la place d'entraîneur-chef. Cette année, c'est un nouveau système, tout ça. Donc, c'est une déception, mais la serviette n'est pas lancée dans mon cas. On est quand même bien là, seulement à 4 points là, des Islanders de New York. Là. Mais oui, il va falloir se mettre en marche. Mais oui, il n'y a pas de doute que dans l'Est, là, c'est ma déception et toute une. La surprise dans l'Est? Ah, les Devils du New Jersey. On dit tout le temps, une équipe qui est en reconstruction, il y a un moment donné où elle va connaître une mauvaise saison puis tout explose. C'est rarement une montée. C'est rarement une montée constante. Tout d'un coup, tout le monde se met à cliquer. Tu as Jack Hughes qui est là-bas, qui est incroyable, qui est un joueur qui va être un joueur vraiment incroyable là, dans la Ligue nationale dans les prochaines années, là, qui va être un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. On a été chercher un gardien à Vitek Vanecek que les Capitals ne voulaient même plus. Puis il fait le travail, c'est vraiment toute une saison. Cette équipe-là doit encore, faut faire attention parce que cette équipe-là elle n'est pas mature. C'est parce qu'on a été la meilleure équipe de la LNH, de la NHL en novembre, puis on est une des pires en décembre. Tu comprends? Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que les équipes doivent apprendre à gérer les hauts et les bas. Jamais être trop haut, jamais être trop bas. Non seulement au niveau des performances, mais au niveau des émotions. Et c'est peut-être ce qui reste à apprendre du côté des Devils. Mais là, avec le début de saison qu'on a, on a 46 points. On a une avance justement là, de 8 points sur les Capitals de Washington, qui sont la première équipe à ne pas être en séries éliminatoires. Ça se pourrait qu'on voit les Devils en série là, parce qu'ils ont de la vitesse, ils ont de la profondeur, ils ont quand même une bonne défensive. On ne savait pas quand ça allait cliquer. Ça vient de cliquer là, du côté des Devils. Moi, tu vois, c'est un jeune noyau, un des plus prometteurs, je pense, de la Ligue nationale dans les prochaines années. Je pense que c'est une question aussi de maturité et d'expérience, le creux de vague qu'on a en décembre par rapport, justement, comme tu l'as dit, au haut de novembre. Mais c'est vraiment une équipe et que je trouve intéressante d'avoir joué. Est-ce que ça faisait... Je ne sais pas combien de temps ça faisait, Nick, que je regardais les Devils et chaque fois que je regardais un match des Devils, je me disais « Ouf, ça va être ennuyant ce soir. » C'est plus du tout une équipe comme ça. C'est une équipe, justement, qui a 2 bons trios offensifs, qui a des bons jeunes joueurs créatifs. On n'est plus sur le système défensif comme on était dans les années Martin Brodeur, plus du tout. Là, on joue plus la trappe. Non. C'est bien différent. Mais les années qui ont suivi ont tellement été compliquées pour les Devils, ont tellement été difficiles que c'était toujours une équipe qui manquait d'identité. Là, j'ai l'impression que l'identité elle est en train de se créer et c'est une belle identité qu'on est en train de développer. Oui, il y a eu une grosse baisse après la Coupe Stanley de 2012 là, contre Los Angeles. Los Angeles. Non, pas la Coupe Stanley. On avait perdu la Coupe Stanley contre Los Angeles, exactement. Mais oui, puis on a passé par une longue phase de reconstruction. Tu te souviens, on avait eu une année où on avait eu un soubresaut, l'année Taylor Hall qui avait gagné le trophée Hart, mais on était retombé par après. Il y a eu une valse d'entraîneurs, tout ça. Je me souviens, le balado qu'on a fait en début de saison, vous me demandiez, toi puis Stéphane, est-ce que Nico Hischier peut atteindre le cap des 70 points dans la Ligue nationale? C'est très bien parti cette année. Là. Il en a quoi? Il en a 29 en 32 matchs. Lui et Jack Hughes, c'est toute une ligne de centre. Tu as un centre numéro 1, puis un A, un B. Jesper Bratt, ça aussi, on voyait qu'il y avait une montée, mais est-ce que ça allait se conclure? Est-ce que ça allait tenir? Ça semble le cas. Donc, il manque un peu d'expérience, soyons francs. Là. C'est peut-être ce qui va faire mal à long terme, l'expérience. Mais si on est capable de se replacer là, cette équipe-là... devrait être en séries éliminatoires grâce à ce début de saison-là. Oui, écoute, je vais y aller également avec surprise-déception. Juste pour dire, parce que je suis d'accord avec les Devils du New Jersey, je m'attendais à les voir peut-être se battre pour une place en play-off, mais pas être à ce niveau de compétition. Mais ma surprise, je vais quand même y aller avec les Bruins de Boston. Les Bruins parce que, oui, le noyau reste celui des Bruins, mais Marchand devait être blessé plus de la moitié de la saison, opération aux 2 hanches. Finalement, il est de retour plus vite que prévu. Et même en son absence, les Bruins ont été tout feu, tout flamme. On en a parlé de Linus Ullmark. Cette équipe-là a la meilleure fiche de la Ligue nationale pour le moment. Je m'attendais à voir une équipe encore compétitive des Bruins de Boston. Je m'attendais à les voir quand même se battre pour les playoffs, mais jamais arriver avec la meilleure équipe de la Ligue nationale. En plus que tout l'été, on se demandait, une partie de l'été, est-ce que Patrice Bergeron revient? Est-ce qu'il revient pas? Est-ce que c'est la retraite? Et finalement, tous les pions sont tombés en place au bon moment et cette équipe-là
surfe sur son succès depuis le début de la saison, depuis 31 matchs. C'est assez incroyable. 6 défaites en 31 matchs seulement. Ouais. Moi, c'est peut-être ma surprise parce que je ne les attendais pas à ce niveau-là. Moi, l'arrivée de l'entraîneur-chef Jim Montgomery, je pense, a changé beaucoup de choses. Le message de Bruce Cassidy semblait ne plus beaucoup passer dans le vestiaire. T'sais, on a fait les séries éliminatoires, puis malgré tout, on a congédié Cassidy. Jim Montgomery, c'est un entraîneur qui est vraiment aux antipodes de Cassidy. C'est un player's coach, comme on appelle. C'est un gars qui est hyper sympathique. Montgomery parle français en passant, si vous, il si vient vous de savez Montréal. Oui, c'est un Montréalais, exactement. Puis là, lui, il obtient une deuxième chance dans la NHL, puis il en profite. Puis, tu sais, quand tu as Patrice Bergeron, on parlait de retraite, s'il prenait sa retraite, Bergeron, c'est le meilleur centre ou un des meilleurs centres défensifs de la NHL qui prendrait sa retraite. Pas défensif, excuse. Complet. Un des centres les plus complets de la NHL qui prendrait sa retraite. Il est encore excellent, Bergeron. Là, il n'est pas en train de vivre ses derniers moments là, au niveau de talent. Le talent est encore là. Marchand qui revient plus vite. David Krejci qui revient justement de République tchèque, de Tchéquie. Avait pris une année à aller jouer à Tchéquie. Tu sais, encore là, est-ce que c'était lié à Cassidy? Le fait que le message ne passait plus, lui a décidé d'aller jouer une année chez lui. Puis, écoute, est-ce qu'il voulait absolument faire les Olympiques? Est-ce que c'était les Olympiques qui étaient sa... Ah, peut-être, c'est un point intéressant. Peut-être. Mais, tu sais, c'est le genre d'affaires qui ne se parle pas, ça. Il n'y a pas un joueur qui va dire, moi, je suis parti parce que je ne pouvais plus sentir l'entraîneur. Peut-être, peut-être pas, mais il est revenu rapidement lorsqu'il y a eu un changement d'entraîneur. David Pastrnak est encore un bon joueur, mais moi aussi. Puis là, on a Taylor Hall sur le troisième trio. On n'en parle même pas de Taylor Hall. Charlie McAvoy aussi devait rater au moins jusqu'à la fin du mois de novembre, mais est revenu plus tôt que prévu. Tu sais, je me dis peut-être que les docteurs des Bruins nous mentent aussi. Là. C'est peut-être peut-être ça, parce que moi aussi, je les avais hors des séries éliminatoires. Avec raison. Pas de Marchand, pas de McAvoy. Krejci, on ne savait pas à quoi s'attendre de Krejci. Là. Il est revenu à signer un contrat de 1 an, 1 million. Linus Ullmark, on avait vu des beaux flashs l'année dernière, mais je pensais que Jeremy Swayman allait être le gardien numéro 1 de cette organisation-là cette année. T'sais, tout est tombé en place, puis quand tu as cette éthique de travail-là que les Bruins ont, que les Pingouins ont, il y a certaines équipes, tu as beau avoir un roulement dans le vestiaire, l'éthique de travail, la structure d'équipe, ça reste. La culture, c'est le mot que je cherche, la culture d'équipe, elle est là, elle est solide, les leaders sont forts. À partir de là, tu réussis rapidement à repartir la machine. C'est ce qui se passe du côté des Bruins. Et ma déception, pour faire également différent de toi, parce que bon, j'ai également les Panthers comme déception, mais comme ça nous fait deux équipes différentes. J'irai avec les Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs d'Ottawa, parce qu'avec les acquisitions qu'on avait faites cet été, on lançait le message que c'était le début de la fin de la reconstruction. Mm-hmm. Et le début de saison a tellement été catastrophique que je me suis posé la question, est-ce que Pierre Dorion doit avoir peur à son boulot? Finalement, les choses se replacent gentiment pour les Sénateurs. Là, dans les 10 derniers matchs, on a signé 6 victoires. On commence à revenir un peu au classement, même si les playoffs sont probablement hors de portée pour les Sénateurs. Mais pour moi, je ne pensais pas qu'il allait faire nécessairement les playoffs, mais je pensais qu'il allait être un peu plus longtemps dans la course. Et le début de saison, on les a mis complètement KO. Donc pour moi, après une trentaine de matchs, c'est ma déception du côté de l'Association de l'Est. Dans l'Ouest, rapidement, Nick, ta surprise, ta déception? Ma surprise, écoute, je vais dire, je vais dire Vegas, mais pas tant, parce que Vegas, je les voyais au premier rang. Logan Thompson est ma surprise. Je vais le dire de la sorte. Ouais. Il avait démontré quelques beaux flashs. C'est un gardien qui n'a pas été repêché, ou s'il a été repêché, il n'a pas été signé. C'est retrouvé dans le hockey universitaire canadien. Là, pour décrire, hockey universitaire canadien, ça serait comme un peu la 3e, 4e division là, du côté de vous en Suisse. Et là, soudainement, il est passé par tous les échelons. Et là, il est dans la NHL, fait un superbe travail. Et même si on a des blessés à Vegas, on réussit à tenir le coup. Donc, c'est une équipe qui, parce que l'année dernière, on a été... c'était le festival de la visite à l'infirmerie là, du côté de Vegas. Cette année, c'est moins pire, puis on voit qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Donc, Logan Thompson est vraiment ma surprise. Au point de vue déception, je ne vais pas lancer la pierre à l'Avalanche parce que c'est une équipe qui justement a été ennuyée énormément par les blessures. Mais les Blues de Saint-Louis, je m'attends à plus des Blues de Saint-Louis.
Mais encore là, Jordan Bennington, des fois ça va bien, des fois ça va mal. Cette équipe-là ne travaille pas au niveau qu'elle devrait travailler, n'offre pas les performances qu'elle devrait offrir. Craig Berube doit peut-être justement commencer à être un peu inquiet. Donc les Blues de Saint-Louis, ça se doit de se replacer parce qu'il y a trop de talent dans cette équipe-là. Je vais également faire différent simplement pour les besoins de la cause. Niveau déception, je comprends qu'on ne mette pas l'Avalanche du Colorado. Tu as parlé des blessures. J'irai également avec le petit voyage en Finlande. Un lendemain de Coupe Stanley, je trouve que tout ça est un peu... c'était beaucoup pour une équipe déjà décimée en début de saison, mais qui devrait... Moi, je crois quand même que cette équipe-là va faire partie des playoffs. Là, on est en bonne position de toute façon. Donc, leur but, là, présentement, c'est juste de s'accrocher. Là. Oui. On reste dans le portrait. C'est pas grave. Là. On est à 2 points de la 3e place dans la section centrale. Leur but, c'est juste de s'accrocher d'ici à ce que McKinnon, Landeskog reviennent. Même Bowen Byram est blessé. Donc, c'est juste de s'accrocher. C'est correct, l'Avalanche. C'est correct. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. Donc, niveau déception, je dirais avec les Preds. Tu en as parlé. Okay. C'était tellement une équipe... L'an passé, où tout a fonctionné, cette année, j'ai vraiment l'impression que c'est tout le contraire. Même si l'on commence à reprendre un peu la forme du côté des Prédateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Comme tu l'as dit, on voit les red flags qu'on avait de cette équipe-là, on les voit très bien cette année. Et j'irai également avec le match en Europe en début de saison. Ça a été un difficile début de saison pour les Sharks et pour les Prédateurs. Les deux équipes, semble-t-il, qu'ils ont... bien apprécié leur passage en Europe. Très peu de joueurs prenaient au sérieux les matchs, évidemment, contre les équipes des autres ligues. Et je pense que ça a peut-être fait mal un petit peu à la préparation de l'équipe. Puis ma surprise, j'irais avec le Kraken de Seattle, simplement parce que cette équipe-là, l'an passé, a décidé au repêchage d'expansion d'aller dans une autre avenue que ce qu'avaient fait les Golden Knights de Vegas. Toutes les équipes aussi se sont beaucoup méfiées après le repêchage d'expansion de Vegas. On se disait, c'est déjà une équipe qui est en reconstruction alors qu'elle vient d'être bâtie. Et finalement, cette saison, on réussit quand même à se placer pour le moment dans le portrait pour les playoffs. C'est pour moi une grande surprise. On a beaucoup de profondeur offensive là, du côté de Seattle. Puis on a un Matty Beniers qui va être un joueur incroyable dans la NHL. Donc, lentement mais sûrement, je pense quand même que ça va casser puis on va rater les séries éliminatoires. Mais c'est un bon pas par en avant là, pour le Kraken. Oui, et le fait aussi qu'il n'y a pas de place pour faire jouer Shane Wright, ça montre un peu la profondeur également de cette équipe-là, parce que Shane Wright aurait pu avoir sa place dans une équipe en vraie reconstruction, alors que là, l'équipe a de la profondeur offensive. Shane Wright n'a pas vraiment sa place. Peut-être qu'il sera de retour dans le junior canadien après le championnat du monde junior à voir. Mais c'est vrai que Matthew Beniers, moi, je me souviens justement de l'avoir commenté au mondial pour l'équipe américaine avant qu'il soit repêché, et c'était déjà un sacré bon joueur. Ouais. Et il le démontre semaine après semaine dans la NHL. Nick, il nous reste 2 sujets. Vas-y. Tout d'abord, Ovechkin. Tu en as parlé d'Alexander Ovechkin qui est à la course au record de Wayne Gretzky. On a reçu la question, est-ce qu'il peut battre ce record de Gretzky? Et surtout, est-ce qu'on peut comparer les 2 époques? Est-ce que ce record-là va... Comment je pourrais dire? Battre des records, c'est bien beau, mais par exemple, parce qu'on est 2 fans de Formule 1, quand Max Verstappen bat le record de victoire de Michael Schumacher, on se dit OK, mais en termes de pourcentage de victoire, il n'y avait pas le même nombre de courses par année. Imagine quand Schumacher a battu Fangio. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment comparer les 2 époques? Est-ce que le record vaut ce qu'il vaut quand même pour Alexander Ovechkin? C'est assez exceptionnel. C'est rare qu'on va avoir un joueur marqué autant de buts que ça. Je crois qu'il va y arriver, mais je vais changer mon discours s'il commence à se blesser. Tu comprends? C'est une question de longévité. Là, présentement, c'est plus un record de production, c'est un record de longévité. Est-ce que Alex Ovechkin est encore capable de jouer 4 années dans la Ligue nationale de hockey? C'est probablement ce que ça va prendre là, pour y arriver. Écoute, commence à avoir des cheveux blancs, Ovechkin, mais il ne se blesse pas. Il est tout le temps là, ne rate pas de match. Rarement blessé dans sa carrière. Hein? Rarement. Et puis un joueur qui avait un style quand même, c'est un joueur qui lance des mises en échec à tout vent. Là. Donc, 36 points, 20 buts en 34 matchs cette année. Là, il est sur une très mauvaise séquence là, de 3 matchs sans filet, là, après avoir marqué un tour du chapeau. Donc, au final,
tout se balance, hein, comme on dit. Mais ce que ça fait rire, c'est que là, il ne marque plus. Puis c'est à ce moment que les frères Hall, les Marty et Mark Hall, les fils de Gordie Hall, suivent l'équipe, suivent les Capitals pour être là lors du grand moment. Donc, vont faire le tour de l'Amérique du Nord s'il n'en marque pas un autre, Ovechkin. Mais la réalité, c'est que c'est que là, il lui manque 94 buts. Oui, il en a 800. Oui, non, il est à 800. Donc, il en manque 95 buts pour atteindre le record de Gretzky. Si on divise ça sur 3 saisons encore, j'ai inclus celle de cette année, mais par exemple, si on divise par 3, on est à quoi? 32 buts, plus ce qui va se faire cette année. Donc, il lui reste un 4 ans à jouer, 4 ans de production. Pour l'instant, la production, elle n'est pas en baisse. Il est sur un rythme présentement d'environ 45 buts cette année. C'est exceptionnel à son âge. Il n'y a rien présentement qui peut me faire dire non, Ovechkin ne réussira pas. Tout est là. Là, si on compare les autres époques, regardez les années 80, lorsque Gretzky jouait, là, les gardiens, là, c'était pas les plus efficaces. Hein? La technique, ça laissait souvent à désirer. Gretzky jouait à une époque aussi où il était extrêmement protégé. Tu ne pouvais pas toucher Wayne Gretzky, ce qui est le contraire d'Ovechkin. Ovechkin est le premier à frapper. Il s'est défendu souvent dans sa carrière par lui-même. Là. Jamais... Oui, il y a Tom Wilson dans cette équipe-là, mais sinon, c'est lui qui faisait le travail. Là. C'est ça. Dans le temps, c'était Marty McSorley. Tu touchais à Wayne Gretzky, puis tu en avais pour quelques jours à manger à la paille. Là. Donc, c'était un passé si bien. Mais Gretzky a joué à une époque où l'équipement des joueurs, la vitesse des joueurs, en fait, ou plutôt l'équipement des joueurs, les patins et tout ça, on a changé, on a lâché les bons vieux patins tuyaux. Les joueurs ont gagné en vitesse et les gardiens ne pouvaient pas suivre. Les gardiens qui étaient tout petits devant le filet, on n'avait pas de technique jusqu'aux années 90. Donc, vraiment, Gretzky a eu un incroyable 12 ans, jusqu'au début 93 environ, où il a produit à plate couture parce que les gardiens n'étaient pas de niveau. Le jeu était extrêmement offensif. Par la suite, on se souvient ce qui est arrivé au milieu des années 90, l'accrochage des gros bonhommes. C'était plus difficile à marquer. Gretzky est en fin de carrière aussi par la suite. Donc, est-ce que les deux époques se comparent? Non. Mais je crois que l'époque à laquelle Ovechkin est en train de réussir ce record-là vaut plus, était plus offensive. C'est plus difficile pour Ovechkin de marquer aujourd'hui que ce l'était pour Gretzky dans les années 80. C'est très comme ça que je vois ça. Ouais, très intéressant. J'aime bien ta façon de voir les choses, Nick. Si tu me demandes, puis on est à une époque de plafond salarial. Tom Wilson, Wayne Gretzky jouait avec Yari Coury. L'équipe des Oilers d'Edmonton dans les années 80, le plafond salarial, là, on l'aurait défoncé 6 fois plutôt qu'une s'il y avait un plafond aujourd'hui. S'il y avait un plafond à l'époque. Donc, Ovechkin n'a pas eu droit de jouer avec des joueurs aussi talentueux. Par contre, il y avait moins d'équipes, donc il joue contre des équipes moins talentueuses aussi. On se comprend, le bassin de talent est plus dilué. C'est difficile de comparer, mais je pense qu'Ovechkin est le plus grand marqueur de tous les temps, qu'il parvienne à battre ce record-là ou non. Merci, Nick. J'apprécie ton point de vue. Je partage ton opinion, d'ailleurs. Samuel je viens de voir la question de Samuel parce qu'on a parlé de nos surprises, de nos déceptions et on n'a pas parlé de la division métropolitaine ni de la division centrale et il nous demande qui seront, selon nous, les vainqueurs de ces deux divisions, métropolitaine et centrale. Rapidement, Nick, moi je pense que métropolitaine, ce sera la Caroline qui s'en sortira avec le titre dans cette division-là. Et centrale, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que Dallas va gagner cette division-là. Moi, j'ai confiance en Dallas et en Jason Robertson. Oui, je pense Dallas aussi. Je suis d'accord avec tes deux choix. Mais les Jets m'impressionnent. Les Jets me surprennent. Nouvel entraîneur, Rick Bowness, puis ça semble cliquer. On a essayé de modifier un peu le groupe de leadership, puis ça fonctionne jusqu'à présent. Mais je vais quand même y aller avec les mêmes choix que toi. Nick, j'y vais rapidement là, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a eu quelque chose qui a retenu mon attention. Je pense que ça a retenu l'attention de la planète hockey cette semaine, je pense, ou la semaine dernière. Cale Makar qui passe devant l'arbitre et qui dit à l'arbitre qu'il n'y avait pas de punition sur un jeu où l'officiel a appelé une punition contre Matthew Barzal dans un match entre l'Avalanche et les Islanders de New York. Les séquences sont sur les réseaux sociaux. Je vous laisse aller voir les réseaux sociaux de la LNH. Bon, il avait raison. Il n'y avait pas de matière à pénalité là-dessus. C'est l'arbitre au centre de la patinoire qui a levé la main pour signaler la pénalité. Il fait annuler la pénalité. Tu penses quoi de tout ça?
Mais moi, je vais dire ça de la chose suivante. Noël s'en vient, puis ma mère m'a toujours dit si t'es pas sage, t'as pas de cadeau à Noël. Donc, quand Macar veut des cadeaux, donc il a été sage, il a été honnête. Qu'est-ce que j'en pense? Écoute, c'est tout un geste de fair play. Il va pouvoir remporter le trophée Lady Bing, là, qui est remis au joueur le plus qui fait preuve de plus de sportsmanship. Donc, bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est correct. Ça appartient à Kel McCarr. C'est une décision de Kel McCarr. Je suis surpris que les arbitres aient décidé de changer leur rappel. Mais bon, ils l'ont fait. Moi ça ne me dérange pas. T'assumes tes gestes, puis mais honnêtement, j'ai vu le jeu, puis je comprends que l'arbitre a appelé une pénalité. Le bâton était très élevé, il semblait avoir un geste de retenue. Macar a glissé un peu comme sur une pleure de banane, là. Mais pour le reste, c'est correct. Moi, ça me fait rire, surtout ça me fait rire, mais j'ai aucun problème avec ça. Puis c'est de la belle honnêteté. Ça en prend parfois dans le sport. Moi, je me demande juste Pour, le discours du coach. On vient de terminer la Coupe du Monde avec les multiples plongeons. Là, donc, c'est un peu le retour du balancier. Là. C'est ça. Cale Makar n'était pas impressionné de voir les joueurs de foot jouer la comédie. Donc, il s'est dit, on va jouer un peu plus fair play. Non, mais moi, je me demande juste le coach, qu'est-ce qu'il a dit à Cale Makar en revenant au vestiaire. Parce que là, c'est un power play de moins pour son équipe, qu'il soit gratuit ou non. Habituellement, les choses, ça se balance un peu dans une saison de la Ligue nationale. Et la fois où Cale Makar sera puni ou que l'Avalanche du Colorado sera puni sans raison et que l'équipe se fera battre ou se fera marquer lors de cette infériorité numérique, peut-être qu'il va prendre ça. Il ne le refera plus. Qui sait, mais c'est vrai que c'est du fair play. C'est de l'honnêteté et c'est beau. C'est rare qu'on en voit dans le sport quand même. Disons que Cale Makar qui fait ce geste-là a peut-être plus de latitude pour le faire que Denis Malgin qui vient d'arriver là, avec l'Avalanche. Malgin, je pense qu'il serait rentré au banc avec un jeu de puissance qui se m'embranle. Et ouais, parce que s'il avait fait ça, je pense qu'il aurait mangé un peu de popcorn et de hot dogs sur la galerie de presse pendant quelques matchs. Ouais. Dernier sujet, Nick, parce que c'est le championnat du monde junior qui approche. D'ailleurs, on vous présente tous les matchs de la Suisse sur MySports également, à la grande finale qui sera commentée, tout ça en français. Nick, le dernier sujet, c'est Connor Bedard, parce que oui, Connor Bedard retiendra l'attention dans ce championnat du monde junior. Devrait être le premier choix au total du repêchage de 2023, de l'été prochain. Il y a Adam Fantilli également qui est dans l'équipe canadienne qui devrait être le deuxième choix au total. Et la question qu'on a reçue, et c'est pourquoi je te parle un peu de Connor Bedard, c'est est-ce que Connor Bedard est indiscutablement le premier choix après le début de saison qu'il a connu dans la WHL? On semblerait dire que oui. Écoute, je vais pas m'improviser recruteur, là, dépisteur, je ne suis pas, mais ce que tout le monde semble. Comment? Ce que tu entends en Amérique du Nord, c'est... Ce que j'entends en Amérique du Nord, là, c'est que Connor Bedard est quand même une tête en haut de tout le monde là, dans ce futur repêchage-là. C'est vraiment unanime. Là. Donc, Bedard est un joueur... On parlait de Shane Wright l'année dernière. Juraj Slafkovsky a été le premier choix, mais c'est pas le même type de joueur. C'est pas un joueur générationnel, ces deux-là, Wright et Slafkovsky. Bedard le serait. Il y a Adam Fantilli qui suit derrière. Il y a Leo Carlson. Ces deux joueurs-là auraient pu être des premiers choix à d'autres années. Ce ne sera pas le cas. Mishkov aussi du côté de la Russie. Mais non, Connor Bedard est vraiment une tête en haut de tout le monde et j'ai hâte de le voir à l'œuvre lors du championnat mondial parce que c'est vraiment, là, il va être avec son groupe d'âge contre les meilleurs au monde. Ça se pourrait que ça soit le Connor Bedard Show. Là. Tout est en place parce qu'on va lui donner beaucoup de temps de glace. Il va être sur le premier trio. Vraiment, il va évoluer avec Shane Wright, donc un joueur qui a de l'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Tout est en place pour que Bedard remplisse le filet. Sais-tu à quoi ça me fait penser, cette discussion-là? Au repêchage de Connor McDavid. On savait que Connor McDavid avait une tête de plus que tout le monde, une longueur d'avance plutôt que de plus que tout le monde au repêchage. Et il y avait un certain Jack Eichel qui suivait. Dans n'importe quel repêchage, Eichel aurait été un premier choix au total. Ouais. Mais parce que McDavid avait été classé comme joueur générationnel depuis tellement longtemps, il a été premier choix. Et finalement, ça s'est avéré la juste décision des Oilers d'Edmonton de repêcher McDavid et non Eichel. Il n'y avait pas vraiment eu de discussion, même si Eichel disait croire en ses chances de sortir premier. Je pense que ça va être encore le cas cette année. Mais je ne sais pas si dans la Ligue nationale, il va y avoir un énorme écart au final entre un Fantilli, qui est un centre de 6 pieds 3,
un joueur qui domine la NCAA à 17-18 ans, là, parce que c'est son année de repêchage. C'est un joueur de centre, donc avec énormément de valeur marchande également, contre un Connor Bedard qui est tout feu, tout flamme dans la Ligue de l'Ouest, dans la WHL, mais qui est 5 pieds 10. Qui est un... Là, j'ai pas en mètres, là, vous m'excuserez sur le chat, je sais, je me suis pas encore habitué aux grandeurs en mètres. 5 pieds 10, 178 cm, 84 kg. 1m78, voilà, merci beaucoup. 1m78 dans la Ligue nationale, même si on a des Johnny Gaudreau, ce genre de joueurs-là qui performent, même s'ils sont de petite taille par rapport aux autres. Connor Bedard est un ailier. Mais là, il a 17 ans, il va peut-être gagner aussi quelques centimètres encore. Là. Peut-être, mais ça me surprendrait qu'il en gagne assez pour devenir un Connor McDavid, on s'entend. Ouais. Peut-être qu'il va se rendre à 1m80, mais... Et là, c'est peut-être moi où je pense qu'il va peut-être y avoir un moins gros écart au final dans la Ligue nationale plus tard entre Bedard et Fantilli. Moi, c'est un peu... Après, les deux, tu vois, j'ai hâte de les voir jouer parce que Fantilli, j'ai pas eu la chance encore de le voir jouer beaucoup dans la NCAA, sauf quelques highlights. Il domine à Michigan. Et Bedard également, quelques matchs ici et là. Je l'avais vu également au Mondial Junior la saison dernière, je l'avais commenté. Mais j'ai hâte de voir. Les deux sont dans l'équipe. Les deux jouent avec des joueurs de la Ligue nationale. Dylan Guenther du côté de Fantilli sur le deuxième trio canadien. Shane Wright avec Connor Bedard sur le premier trio canadien. J'ai vraiment, vraiment l'impression que tout va se jouer dans ce tournoi-là pour voir qui est vraiment en avant de l'autre. J'ai cette impression-là. Oui, exactement. On va avoir des réponses lors de ce tournoi-là. C'est surtout ça qu'on va avoir. C'est des réponses, quelques réponses, mais tout le monde a l'air de dire que Connor Bedard est vraiment une tête en avant de tout le monde. Après ça, la grandeur, tout ça, dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, c'est moins important. Peut-être que Fantilli, tu sais, l'impact peut être différent. Tu peux peut-être que justement Bedard va être un incroyable marqueur. Fantilli va faire 20 points de moins par année, mais il va avoir un impact plus important, plus complet, plus. Posséder la boule de cristal qui répond à ces questions-là, je serais multimillionnaire. Je ne serais pas en train de te donner une entrevue présentement, je serais en train de me prélasser en Suisse, là, dans les montagnes ou peu importe. Là. Mais, j'aime bien que ton premier choix soit la Suisse quand même. depuis le temps que tu me vantes la Suisse, Jonathan, je vais y aller un jour, je te le promets. Je sais juste pas quand. C'est enregistré, là, Nick. Oui, je sais. C'est pas la première fois qu'on en parle. Mais oui, c'est ça. La réalité, c'est ça. On ne l'a pas, la réponse. Puis on ne l'aura pas avant 3-4 saisons encore. Donc, puis il y a tellement de choses qui peuvent... Une blessure, un mauvais développement, ça ne fonctionne pas avec un entraîneur, ça ne fonctionne pas avec... pour X, Y raison. Donc, ces réponses-là, on ne les aura pas. Mais ce qu'on va avoir comme réponse, c'est présentement, à l'âge de 17-18 ans, face aux meilleurs joueurs au monde, qu'est-ce que ces joueurs-là valent? Ça, on va avoir la réponse dans les prochains jours. Oui, qui est devant. Non, mais moi, j'aime toujours un peu brasser un peu les idées, voir... mais ça, c'est à toutes les années. Là. Il y a tout le temps quelqu'un pour lever la main et dire « Non, finalement, je ne prendrai pas Jack Hughes, je vais prendre Capo Caco. » Bon, c'est ça. Je te dis pas que je ne prendrais pas Bedard. Je te dis juste que j'ai hâte de voir les deux jouer. Et c'est surtout que moi Fantilli, ça m'impressionne parce que, oui, Bedard domine dans une ligue où il joue contre des joueurs de 20 ans, de 19-20 ans. Mais Fantilli domine dans une ligue où il joue contre des 21, 22, 23 ans aussi. Ouais. Il joue contre des hommes et comme tu dis, il domine. Il domine. Niveau points par match, c'est assez rare de voir un joueur. Habituellement, dans la NCAA, les meilleurs joueurs, les plus grands espoirs qui évoluent dans la NCAA, souvent devraient dominer autour de 19 ans. 18 ans, c'est exceptionnel. 17 ans, ça l'est encore plus. Donc, ce sera très, très, très intéressant. Souvent, il y en a qui n'ont même pas accès à la NCAA à 17 ans ou 18 ans, là, au niveau des études, au niveau justement de ta progression. Donc, même si tu as beaucoup de talent, la NCAA va faire, écoute, joue une année de plus au niveau inférieur, puis viens-t'en par la suite étudier chez nous, là, entre guillemets. Là. Donc, c'est le cas de Fantilli. Non, c'est incroyable. Honnêtement, c'est une cuvée incroyable. Je veux dire, des cuvées comme ça, on n'en a pas vu depuis longtemps. Là. Et on vient de recevoir la question, est-ce que Bedard et Fantilli seront présents aux mondiaux M18 qui sont présentés en Suisse? La réponse est non. Les deux joueurs sont chez les M20. Donc, on peut oublier ça. Bedard, je pense, a participé
au M18 la saison dernière, si je ne me trompe pas. C'était sa dernière possibilité de participation. Là. Donc, à suivre. Même pas, Jonathan. Oui, excuse-moi. Oui, il avait fait le U18. Il avait 7 points en 4 matchs. Tu avais raison. Quand même. Impressionnant. Voilà, ça fait le tour, Nick, des sujets qu'on avait dans cette actualité. Je vais te laisser aller travailler parce qu'au Québec, il est midi et que tu as une grosse journée devant toi pour lnh.com. On te lit, évidemment, quotidiennement sur les différents réseaux sociaux, sur le site Internet de lnh.com. On t'écoute également à la tasse de café LNH avec tes collègues journalistes chez lnh.com. D'ailleurs, je vous invite tous à aller écouter le dernier épisode sur le championnat du monde junior où tu m'as reçu avec ton collègue Guillaume Lepage, où on décortique un peu tout le tournoi qui va commencer dès le 25 décembre. 26 décembre. 26 décembre, 25, voilà. 25, on mange de la dinde, Jonathan. Et 26, on regarde du hockey. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça la tradition du temps des fêtes au Québec. Il faut que ça devienne aussi la tradition du temps des fêtes en Suisse. Je vous le souhaite. Mais là, la Coupe Spengler, il arrive quoi, là? Ben, il va avoir lieu, Nick, parce que je sais que tu es le plus grand partisan Europe de la Coupe Spengler. Non, mais j'étais certain que tu m'attendais avec 2-3 questions. Là. Je suis un peu déçu. Là. Faudrait faire un overtime spécial Coupe Spengler avec toi. Mais moi, je suis pas autant calé que toi. Invite des vrais experts, puis moi, je vais t'écouter. Tu connais plus la Coupe Spengler que moi, je vais te le dire. J'ai pas encore eu la chance de vivre ça, mais tout le monde me dit qu'il faut que je vive ça une fois dans ma vie. Et l'invitation t'est lancée également. Davos, c'est un magnifique endroit à visiter. J'en ai eu la chance quelques fois depuis que je suis en Suisse. Nick, merci beaucoup. Je te laisse aller bosser. Merci également à tout le monde de nous avoir écoutés. Et je vous rappelle en rediffusion l'épisode de ce soir qui est disponible sur Facebook, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud et Spotify dans la soirée. Nick. Joyeuse fête à tous ceux qui nous écoutent. Là. Je tiens à le souhaiter à tous tes auditeurs. Oui, joyeuse fête à toi aussi au Québec. Santé. C'est le plus important. Et on se retrouve en 2023, Nick, parce qu'on va certainement avoir la chance de refaire un autre épisode, au moins un, d'Overtime NHL ensemble cette saison. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous et bonne fête. Bye-bye.